Bienvenue à tous dans cette courte vidéo consacrée à un sujet encore peu abordé sur YouTube, l'amnésie dans les mangas. Au fur et à mesure de mes visionnages et de mes lectures, un passif relativement présent et souvent désagréable a retenu mon attention. En effet, la perte de mémoire est un état commun à de nombreux personnages issus d'œuvres différentes, si bien qu'elle semble être devenue un outil pour les auteurs peinant à instaurer des enjeux au sein de leur récit. Il peut s'agir d'une perte de mémoire éphémère ou durable, centrale ou secondaire à la trame principale de l'œuvre. Au départ, je comptais distinguer la perte de mémoire et le changement de personnalité, la transformation identitaire, et ainsi ne pas aborder certains cas comme celui de Lucy de Elfen Lied par exemple. Mais la transformation identitaire est une conséquence de l'amnésie in fine, j'ai décidé de l'inclure dans cette vidéo. Ce dont je ne parlerai pas en revanche, c'est l'amnésie dite folklorique, mettant en scène une perte de mémoire pour le bien d'un comique de situation ou d'une exagération burlesque, comme par exemple le gag récurrent sans réelle conséquence narrative entre Kaori et Ryo Saeba. L'amnésie est un motif, c'est-à-dire un élément du récit, plus qu'un thème, tel un sujet ou une idée narrative. Mais alors, pourquoi l'amnésie est-elle utilisée dans un récit ? Lorsqu'une amnésie semble toucher un personnage, l'objectif est de lui créer un enjeu personnel, autrement dit, un moyen rapide et efficace de pousser le lecteur ou le spectateur à se sentir impliqué vis-à-vis du sort du personnage. L'effet marche bien sûr si cette amnésie est réalisée sur un personnage intéressant et déjà quelque peu développé. Et en plus de ça, le processus narratif nécessaire à l'installation de cet enjeu est quasi nul, à l'exception d'une cause crédible on va dire, ce qui en fait une aide express et ultra simple à utiliser. Cet outil revêt aussi une dimension symbolique et métaphysique intéressante. On va donc rentrer dans une petite analyse philosophique de l'amnésie afin de saisir les tenants et aboutissants d'un tel procédé. D'ailleurs, si cette partie quelque peu théorique vous ennuie et que vous voulez passer directement aux illustrations concrètes, je mettrai un timecode. C'est en effet la question de l'identité qui se pose en oblitérant la mémoire et le passé d'un personnage. Un personnage fictif est défini par sa personnalité, ses enjeux et objectifs, ses relations et son passé. Les expériences d'un personnage forgent celui-ci et le définissent en tant que personne tangible. Certaines œuvres du passé permettent même d'expliquer et de légitimer le comportement d'un personnage ou d'en expliciter ses objectifs. Le passé agit comme un ancrage, la source de toute contingence du personnage et son origine permet de le faire vivre de manière plus probante dans l'univers. Ôter les souvenirs de quelqu'un apparaît donc comme un déracinement total, l'amnésique oubliant sa personnalité, ses objectifs, ses relations et son passé. En soi, tout ce qu'il caractérise. Il devient alors une coquille presque vide, en revenant à l'état d'archétype vierge, sans relief ni histoire. Cela s'illustre d'ailleurs parfaitement dans le livre de Pierre Legendre, La fabrique de l'homme occidental, où l'historia conçoit l'homme comme faisant face à l'abysse, un espace vide que celui-ci va devoir remplir de symboles, de croyances, de souvenirs et d'attaches pour que sa vie ait un sens. Transposé au domaine fictif, dans un récit, un personnage n'a de raison d'exister que si l'abysse original se présentant à lui est un tant soit peu rempli. Un personnage germant dans la tête de l'auteur se confronte inévitablement à ce vide, et la coquille sonnera creux tant que son géniteur ne lui aura pas donné d'épaisseur. L'amnésie renvoie donc le personnage à la case départ, devant l'abysse, complètement vide. Lisse et neutre, un tel être ne peut avancer et construire quoi que ce soit dans un univers. J'adapte également une citation du même auteur au cadre de la fiction. Un récit est un théâtre où se joue, tragique et comique, la raison d'exister. La raison d'exister des personnages est centrale à toute histoire, et celle-ci s'articule via certains codes théâtraux, la place du personnage dans son univers, est donc remise en question. Il existe deux façons de traiter l'amnésie au sein d'un récit, une bonne et une mauvaise. Ouais, ça paraît très manichéen dit comme ça, et en vérité c'est pas aussi dichotomique que ça. En fait, il se peut que la base soit bonne et l'intention louable, mais qu'au fur et à mesure que la narration progresse, l'exécution laisse à désirer. Je vais commencer par parler de l'amnésie réussie et servant véritablement la narration et le récit, à travers trois cas que vous connaissez sans doute. Les ultimes dans Danganronpa, Dead Leaves d'Imaishi, le louche et Britannia dans Code Geass, ouais Britannia, et Death 13 de JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders. Ah oui, du coup, attention, ça va spoiler. Dans Danganronpa, les élèves de Kibogamine sont amnésiques dès le début du jeu. Ici, l'effet sert donc de postulat de départ aux personnages de l'histoire. Ils sont amnésiques, et nous les avons toujours connus comme ça. L'enjeu est donc inversé. On se demande si nous pourrions voir un jour leur vrai visage, leur vraie personnalité. Cette perte de mémoire est rappelée à de nombreuses reprises, notamment par Monokuma, et sert d'enjeu continu, c'est-à-dire que cet élément perdure durant une grande partie de l'histoire. Et c'est justement cela qu'on pourrait reprocher à une amnésie passagère. C'est trop long et ça ennuie tout le monde. Mais pas dans Danganronpa évidemment, car le contrat passé dès le début du jeu stipule bien qu'ils ont tous perdu la mémoire. Ainsi nos personnages sont amnésiques sans que cela soit agaçant ou déroutant pour le joueur. Cela devient même intéressant lorsqu'un minuscule indice sur leur vie passée fait surface. Le retournement de situation au climax du dernier procès de Danganronpa 2 fait prendre tout son sens au choix de Kodaka concernant la base de son univers. En effet, tous ces héros que tu as appris à aimer et à apprécier sont de terribles serviteurs du désespoir. Ta conception de l'univers est donc remise en cause. Tes considérations personnelles et les nombreuses heures de jeu passées à côté de beaux et gentils personnages également.
Ainsi, la liberté créatrice est totale, et la surprise assurée. Les personnages paraissent tellement naturels durant DR1 et DR2 qu'on en viendrait presque à oublier qu'ils se comportent comme tels, à défaut de retrouver leurs souvenirs. Dans le cas de Danganronpa, l'amnésie est donc une arme redoutable tant l'idée est développée et intelligemment utilisée. D'autres œuvres se servent de l'amnésie comme postulat de départ, comme le moyen-métrage Dead Leaves d'Imaishi. On peut même dire qu'une telle décision facilite la suspension consentie d'incrédulité, le spectateur ne s'attendant pas à une origine à travers une analepse ou autre justification identitaire. Je dirais que c'est même la pilule la plus facilement avalable, puisque plus l'identité d'un personnage est forte, plus le panel d'actions ou de réactions qu'il peut effectuer se réduit. En effet, la personnalité de Joe par exemple dans Ashita no Joe est tellement forte et déterminée que Takamori ne peut le faire progresser comme il en aurait spontanément l'envie, mais uniquement comme si Joe agirait s'il existait, d'où son ingratitude par exemple. J'ai même eu l'impression que le scénariste surveillait Joe et l'encadrait comme un tuteur, le personnage étant trop consistant pour rester sagement dessiné sur une page. Mais on s'égare, et pour cause, trêve de digression, et passons tout de suite à la grande réussite. Concernant Code Geass, nous avons là une référence dans le traitement de l'amnésie. L'œuvre explore une facette spéciale de la perte de mémoire, l'amnésie collective, globale. La réalité de Code Geass est présentée dès les premières secondes de la série via un court clip contractualisant l'univers. Le Japon n'existe plus, et Britannia opère une désacralisation et une destruction de l'histoire. Cet ordre unifié tend à formater les peuples, détruire la nation et uniformiser ses individus. Le formatage originel et historique s'inscrit dans un processus d'oblitération mémorielle systématique. Ouais, c'est chaud. Bien présenté dans le livre Qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan, que je vous invite à lire d'ailleurs. L'écrivain affirme que l'oubli du passé, l'oubli des grands événements empreints de violence et nécessaires à la création d'une nation, est systématique et naturel pour la continuité et la prospérité d'une nouvelle. L'objectif est de créer un consensus dans une volonté de conciliation. Les fondements mémoriels de toute création historique reposent sur la mise à l'écart de certains de ces aspects, dans la formation d'un discours cohérent sur le passé. Ainsi, le drapeau japonais, symbole d'unité nationale, de cohésion et d'appartenance, n'existe plus, et Britannia va jusqu'à évincer le nom du pays, remplaçant le Japon par la zone 11, ultime objectification des empiriques. Le début de la saison 2 fait suite au cliffhanger de la fin de la première saison, mais le ton de son premier épisode dissonne tellement du rythme effréné de la fin de la première saison que le spectateur est perdu. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai ressenti. En fait, on se rend compte que quelque chose ne va pas, et bien que ce fût implicite, on comprend que le louche a perdu la mémoire. Mais de nombreux éléments sont trop perturbants pour que le premier visionnage de l'épisode se déroule normalement. Entre les personnages inconnus qui remplacent les proches du personnage principal, certains antagonistes reconvertis en profs, et le louche qui ne réagit pas en voyant Kalen, rien ne va. Le fait que tout l'univers et la narration soient au service de la perte de mémoire pousse le lecteur à remettre en question la conception du monde qu'il croit connaître. Et en plus, ça bloque toute impression d'un simple élément isolé. Alors, est-ce que ce que j'ai regardé durant 25 épisodes n'a jamais existé ? Est-ce une dimension parallèle ? Une réécriture totale de l'univers ? Ben justement, le doute tourne court, car l'amnésie de Lelouch s'arrête, et le spectateur, après s'être fait berner pendant 20 minutes, savoure tout le plaisir de revoir les vils yeux de Zéro se plisser à nouveau. L'effet est subtil, court, et totalement réussi. Pour ce qui est de Shirley, l'amnésie est infligée par le personnage principal de son plein gré, nous offrant un moment très intéressant d'un point de vue technique. Notre protagoniste est tiraillé entre préserver son objectif, quitte à détruire les souvenirs d'une personne chère à ses yeux, ou l'abandonner pour laisser à cette fille les moments les plus forts de son expérience de vie. L'importance palpable de cette décision balaye tout sentiment d'artificialité, tant sur le fond que sur la forme. Les instants heureux d'une vie humaine sont en jeu, c'est alors que l'on comprend toute la puissance de cette scène. Les maladresses de l'un l'ont poussé à avancer tout en alourdissant sa conscience, tandis que la curiosité de l'autre l'ont conduit à mettre un terme à son désir de vérité en supprimant cette découverte de sa mémoire. Tout comme la mort de Euphemia, la perte de mémoire de Shirley semble être une césure dans le parcours de Lelouch. Dernier exemple, Death 13 de la troisième partie de JoJo's Bizarre Adventure. Un stand permettant d'altérer la perception de la réalité des personnages en faisant disparaître de la mémoire de la victime la torture psychologique et physique subie durant son sommeil. Plus outil narratif qu'un thème, l'amnésie amène ici l'empathie ressentie pour Kakyoin, personnage déjà très apprécié, et une sorte de frustration fascinante devant ce personnage pris dans une tempête existentielle, et passant pour un fou furieux auprès de son groupe. L'effet a donc pour finalité un mini-arc finement écrit qui prouvera à nouveau que Kakyoin est le Crusaders le plus malin. Ce genre d'intermédiaire se retrouve aussi dans la mythologie grecque, par le peuple des lotophages, les mangeurs de lotos, une plante dont la consommation a la propriété de faire oublier à ceux qui en mangent qui ils sont et d'où ils viennent. Donc que ce soit Death 13 ou la fleur de lotos, ces éléments indépendants détiennent cette capacité très chère au récit. Passons maintenant au traitement en demi-teinte, c'est-à-dire à une amnésie logique, bien amenée et intéressante mais qui traîne trop en longueur, ou alors qui amène une sensation désagréable pour le lecteur qui a l'impression qu'il loupe des moments intéressants à cause de cet événement. C'est le cas de Casca dans Berserk par exemple. Son amnésie dure depuis le tome 13 et n'est en tout cas à ma connaissance pas résolue aujourd'hui, sachant que je suis au tome 35 et elle est peut-être revenue par la suite. Le fait de voir cette guerrière courageuse et charismatique réduite à l'impuissance aussi bien intellectuelle que physique est réellement déchirant.
Son amnésie est logique, bien écrite, et permet un développement de guts en parallèle. Mais c'est vrai que c'est long. Miura nous prouve à travers le traitement de Casca qu'il souhaite impliquer ses lecteurs dans un récit dramatique, où les actes ont des conséquences réelles, durables, sans Deus ex machina pour inverser la vapeur. Les lecteurs veulent retrouver le personnage féminin qu'ils aiment, enfermé et privé de ses souvenirs, qui ont pourtant fait de Casca ce qu'elle était. C'est donc depuis 2006 que nous attendons son retour. L'inversement de son état ne saurait être qu'un pur plaisir, tant scénaristique qu'affectif. Deuxième cas, Gambimaru, personnage principal de Hell's Paradise, perd la mémoire de manière courte et logique. Mais cette amnésie impromptue a plus parasité ma lecture qu'autre chose. En effet, la frustration d'être contraint à l'apathie devant un Gambimaru dénué de ses souvenirs est énorme. La motivation du personnage et sa rage au combat, venant de sa mémoire, le lecteur comprend vite qu'il passe à côté d'une bonne dose de frissons et de bons combats chorégraphiés. Les réactions du personnage n'étant donc pas celles escomptées par le lecteur en temps normal, il est difficile de ne pas se sentir rapidement frustré. Le grandiose s'en trouve très affecté, et le processus nécessaire au retour de ses souvenirs dure quelque temps, ce qui accentue l'envie d'en finir rapidement avec cette mésaventure. Mais cet effet a beau être pratique, il peut rapidement handicaper la narration. Le rythme narratif d'une histoire se doit d'être fluide et un enjeu trop long à être résolu se révèle être un boulet à sa cheville. Ainsi, lorsque l'amnésie de Diane dans Nanatsu no Taizai dure 3 plombes, que l'enjeu est beaucoup trop long donc peu intéressant, et qu'on sent une tentative désespérée de créer une importance autour du personnage, c'est pas franchement du luxe. L'effet fait cache-misère, et est source de quiproquos inintéressants. Ce qui était spectaculaire avec l'amnésie de Code 10, c'était notre attachement à Lelouch en tant que protagoniste, et le parcours qui lui était rattaché. Choisir Diane pour lui créer un enjeu personnel est en fait totalement contre-productif, parce qu'on s'en fout de Diane, et son amnésie ne nous impacte pas outre mesure, à la différence du symbole de contre-pouvoir qu'incarne Zéro. On voyait venir les quiproquos pseudo-romantiques inintéressants, et l'ajout d'une sous-intrigue comme celle-ci ralentit le récit, ennuie les lecteurs, et rend Diane encore plus énervante qu'elle ne l'était déjà par sa niaiserie. Je l'apercevais personnellement comme un obstacle au bon déroulement de la trame, et chaque chapitre centré sur cette sous-intrigue me saoulait grandement. Ces passages durent trop longtemps, et selon moi, nuisent à l'œuvre. Diane n'explosa pas non plus dans les sondages de popularité pendant et après son amnésie, preuve de l'échec de Suzuki. Prostituer et charcuter le rythme de son récit dans le but de capitaliser sur Diane n'était clairement pas la bonne idée, et restera une des pires sous-intrigues du manga. Ce genre de comique de situation est cher à Nanatsu no Taizai, et on retrouve ces quiproquos dans le film, basés sur la ressemblance physique entre plusieurs personnages. Au-delà des incohérences liées à la fusion des deux mondes et à l'aspect des héros, c'est tellement éculé et désuet que dès que j'ai compris que le début du film allait user de ses poncifs, j'ai vraiment eu envie de l'arrêter. En fait, on se dit, bon, faut quand même pas faire ça, ils vont quand même pas oser, c'est tellement nul et facile, mais si, c'est bien ce qu'ils font. L'amnésie peut également déboucher sur un changement radical de personnalité. La bipolarité et la schizophrénie sont présentes depuis fort longtemps, et mon premier contact aura sans doute été Dr Jekyll et Mr Hyde dans le film de 1941. J'ai aussi beaucoup apprécié la dualité de l'idiosyncrasie de Lucy, dans Elfenlied, bien que celle-ci soit un poil trop manichéenne et cliché. Dernière catégorie, l'amnésie due à la vieillesse des personnages. Pente naturelle et logique de la mémoire humaine, certains personnages vieillissants perdent peu à peu la mémoire. Cet effet s'exprime souvent de deux manières différentes, soit par l'humour, soit par la sensibilité. Concernant l'humour, Hannibal Barca du manga d'Irano, Drifters, joue sur le décalage entre un grand stratège historique et iconique, agissant comme un attardé hystérique et incontinent. Les personnages de la série semblent troublés par cette anomalie lorsqu'ils apprennent sa véritable identité. En fait, la versatilité du personnage surprend le spectateur et ses compagnons de route. J'ai par exemple beaucoup aimé ces quelques moments de lucidité, où on peut apprécier ses talents de stratège carthaginois. Personnage malléable avec lequel Irano s'amuse et place un potentiel important, la perte de mémoire lui a plus servi à insérer ces fameux moments super deformed qu'à développer le personnage. Deuxième traitement observé, la sensibilité. Donc sans me considérer comme un gros connaisseur du format, j'aime beaucoup l'animation japonaise indépendante et ses courts-métrages d'une infinie diversité. Et un créateur a particulièrement retenu mon attention concernant son traitement de la vieillesse et de la perte de mémoire. Kurashina Takafumi, ou Tekken, semble consacrer une place particulière au déroulement de la vie dans ses travaux. Outre Pendulum avec la collaboration de Muse, qui était très cool d'ailleurs, je retiens Otosan wa Ai no Ito, où un père oublie peu à peu ses souvenirs et perd ses capacités motrices, au fur et à mesure que sa vie avance, et le déchirement pour ses proches de voir cet homme incapable de se souvenir des conventions et de leur propre visage. Donc, tragique pour certains, comique pour d'autres, l'amnésie comme outil du récit est donc plus présente et surtout plus utile et pratique que l'on ne le pense. Subtile, grossière ou décisive, elle peut donc s'avérer être à double tranchant, ses effets négatifs pouvant même être plus terribles que ses bénéfices. Dans tous les cas, vous penserez peut-être à cette vidéo la prochaine fois que vous croiserez ce procédé, qui est loin d'être anodin.